Depuis plus d'un siècle, il y a un véritable culte autour de l'automobile, car pour beaucoup, ce n'est pas qu'un simple moyen de locomotion. Pour certains, c'est une passion. Pour d'autres, un art de vivre. Ou même un morceau d'histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui nous est arrivée il y a quelques mois. Tout commence par un mail assez anecdotique. Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais j'ai entendu parler de votre chaîne, par le biais de personnes qui possèdent quelques voitures de collection. Elles m'ont parlé de votre passion pour l'automobile et de son histoire, ainsi que de votre quête à trouver des voitures dans un état proche de l'origine. Or, il se trouve que je possède plusieurs voitures dont j'aimerais me séparer. Accepteriez-vous de me rencontrer afin que nous puissions en discuter de vive voix, en vous remerciant, Vinke Rijdersprach. Nous avons été très surpris le jour de la rencontre, mais je vous en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Je peux juste vous dire que nous avons pu filmer 3 voitures et que vous n'en verrez qu'une seule dans cette vidéo. Laissez-moi vous raconter toute la genèse de cette première voiture en commençant par la naissance de la marque jusqu'au modèle très précis. En 1899, un Italien va fonder une nouvelle société d'automobile à Turin. Il s'appelle Giovanni Agnelli. Sa société porte le nom de Fabrique italienne automobile de Turin, Fiat. Dès le début, la marque Fiat vend ses voitures à l'exportation et notamment en France. Les voitures produites par Fiat se concentrent essentiellement sur une clientèle assez fortunée. Arrive la Première Guerre mondiale. Et la plupart des entreprises automobiles se convertissent soit dans l'armement, soit dans la production d'équipements militaires. Après l'armistice de 1918, la vente de voitures Fiat reprend en France, mais afin de sauvegarder les emplois, le gouvernement français instaure une taxe assez conséquente pour préserver l'industrie automobile française. De fait, les voitures se vendent assez mal. En 1926, Giovanni Agnelli crée la SAFAF à Paris, Société anonyme française des automobiles Fiat, afin d'améliorer leur distribution. Et il va nommer à sa tête un jeune Italien de Turin, Enrico Pigozzi, qui a déjà travaillé en France, qui parle le français et qui a également travaillé pour Fiat, en achetant notamment d'anciennes voitures afin qu'elles soient recyclées pour alimenter en métaux l'usine Fiat de Turin. Car les métaux, en ce temps d'après-guerre, sont extrêmement difficiles à se procurer. Monsieur Enrico Pigozzi est un grand admirateur d'Henry Ford, le patron de la société éponyme qui a inventé le travail à la chaîne. Il va changer son prénom de Enrico en Henri. Monsieur Henri Pigozzi, directeur de la SAFAF. Il va même prendre des cours de français afin de mieux s'intégrer dans la société française. Parmi ses premières décisions à la tête de la SAFAF, il va faire venir des voitures en pièces détachées afin de les construire dans l'usine Fiat de Suresnes, pour échapper aux taxes en vigueur sur les voitures importées. De fait, les Fiat françaises, comme on les appellera, seront plus accessibles financièrement à la clientèle française. Puis, survient le krach financier d'octobre 1929 à la bourse de New York.
Les répercussions seront globales et massives sur toute l'industrie automobile mondiale. La période de 1930 à 1935 qui va suivre sera appelée la période de la Grande Dépression. En France, les mesures d'importation seront encore plus restrictives, même sur les pièces détachées. Bon nombre de marques automobiles feront faillite, ou verront leurs finances profondément meurtries. On peut citer Matisse, le constructeur strasbourgeois, qui passera une alliance avec Ford pour créer la marque Matford, ou encore la faillite d'André Citroën en 1934, heureusement renflouée par Michelin, qui détient une créance de 60 millions de francs, et qui ne souhaite pas voir disparaître un aussi bon client. Henri Pigozzi a une idée. Pourquoi ne pas créer une marque française qui serait en réalité des Fiat, adaptées au marché français et surtout construites à 100% en France. Dès 1933, il commence les démarches administratives en vue de la création d'une nouvelle marque dans le paysage automobile français. Elle s'appellera Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. La marque Simca était née. Mais pour ce faire, il faut envisager la construction d'une nouvelle usine ou en acheter une déjà existante. C'est là qu'intervient l'histoire du constructeur Donnet et Zedel, deux entreprises automobiles qui ont fusionné dans les années 20 et qui se sont installées dans une toute nouvelle usine en 1928 à Nanterre. Mais en cette période de grande dépression, la société est en faillite. Leur usine est à vendre. M. Pigozzi en parle à M. Agnelli afin de s'en porter acquéreur. L'usine est achetée en 1934 et des équipes entières de Fiat Italie viennent sur place afin d'adapter la chaîne d'assemblage aux standards de construction des voitures Fiat. Le 1er juillet 1935, la première Simca, qui n'est autre qu'une Fiat 6 chevaux, sort de la chaîne de production. Suivront la Simca 5 en 1936 et la Simca 8 en 1937. Jusqu'au début de 1938, les voitures arborent le logo Fiat Simca. Puis, à partir du printemps, uniquement le logo Simca. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La Wehrmacht arrive à Paris et s'empare de l'outil industriel français. Henri Pigozzi continue à construire des voitures, mais il a très peur de voir son usine réquisitionnée. La chance va lui sourire, car la personne qui sera en charge de son usine n'est autre que l'ancien directeur Fiat en Allemagne, et il sait très bien que Fiat construit sous couvert de la marque Simca ses modèles. De plus, les Italiens sont alliés de l'Allemagne nazie avec son dictateur fasciste Benito Mussolini. L'usine Simca produira au titre de l'effort de guerre nazi des patins de chenilles pour les blindés allemands, ce qui lui permettra de ne pas trop se détourner de son but premier, construire des automobiles en parallèle, même si, en ces temps de conflit, les ventes sont rares. Durant cette période, Henri Pigozzi intégrera la GFA, Générale Française Automobile, créée en 1941, afin d'aider, grâce à cette alliance, les marques à ne pas disparaître en intensifiant les approvisionnements par ce temps de restrictions sévères. Cette adhésion lui permettra en partie de ne pas voir son usine nationalisée après la guerre. Mais ce qui sauvera définitivement l'usine dirigée par les Italiens, c'est l'aide très précieuse au reconditionnement des moteurs de Jeep Willys, afin d'assurer une progression des Alliés à libérer l'Europe du nazisme. Plus de 75 000 moteurs reconditionnés en l'espace d'un an. Henri Pigozzi sera remercié et décoré par le major général Hugh Bryan Hester. De plus, son usine bénéficiera du plan d'aide Marshall. Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici 10 mois, l'Europe compte se redresser définitivement. À la fin des années 40, plusieurs modèles iconiques seront présentés au grand public. La Volkswagen Coccinelle et la Citroën 2 chevaux. Chez Simca, un tout nouveau modèle populaire est lancé au début des années 50, sur base de Fiat 1400, la Simca Aronde. La demande est bien présente, et la Ronde trouve immédiatement son public. En 1954, Ford de France s'apprête à présenter au salon la deuxième génération d'un modèle lancé en 1948, la Ford Vedette. Cependant, la clientèle française avait boudé la première génération, car d'un gabarit trop imposant. Bien que l'usine Ford de Poissy soit déjà prête à produire cette nouvelle génération, la direction de Ford Europe décide de se consacrer uniquement sur le marché anglais et allemand. De fait, l'usine et la Ford Vedette sont à vendre. L'information arrive aux oreilles d'Henri Pigozzi,
qui convainc Fiat de s'en porter acquéreur afin d'étoffer la gamme Simca avec un modèle plus prestigieux. Quelques voitures seront construites avec l'emblème Ford pendant à peine un mois et demi. Henri Pigozzi a négocié d'une main de maître l'achat de l'usine Ford de Poissy en proposant à Ford 15% d'actions Simca, ce qui lui permettra de renforcer sa trésorerie. Voilà comment, au milieu des années 50, va naître l'un des modèles les plus emblématiques de la marque Simca, la Simca Vedette. Moteur V8 à Quilon de 2,3 litres qui développe 80 chevaux, accouplé à une boîte mécanique à 3 rapports avec levier au volant. Poids à peine entre 1 tonne 100 et 1 tonne 200. La gamme Simca Vedette se présente comme suit. La Simca Trianon entrée de gamme. La Simca Versailles milieu de gamme, toit d'une autre couleur. La Simca Régence haut de gamme, peinture biton sur les flancs. En 1956 apparaîtra même un break, la Simca Marly. Mais à peine lancée en cette fin d'année 54, que quelques mois plus tard à peine, Peugeot lancera sa toute nouvelle gamme avec la Peugeot 403, concurrente directe de la Simca Vedette. Et en cette fin d'année 55, l'OVNI automobile apparaîtra également, la Citroën DS au Salon de Paris. En 1956, un événement géopolitique majeur va créer une énorme tension sur l'industrie et en particulier sur l'industrie automobile. En Égypte, M. Gamal Abdel Nasser, fraîchement élu président de la République le 23 juin, décide de récupérer le canal de Suez, lieu de passage incontournable pour le pétrole, car les Américains qui avaient prévu de financer le fameux barrage d'Assouan, à hauteur de 270 millions de dollars, se retirent du projet. Ces derniers se sont rendus compte que, ce faisant, ils aideraient considérablement le développement de la vallée du Nil, en réduisant les crues. Cela permettrait aux Égyptiens de devenir l'un des plus importants producteurs de coton, et comme les Américains sont les premiers pays producteurs de coton, ils se tireraient eux-mêmes une balle dans le pied. La France, l'Angleterre et Israël entrent en conflit armé avec l'Égypte. Mais Nasser avait commencé à se rapprocher du bloc de l'Est en achetant notamment des armes à la Tchécoslovaquie. Khrouchtchev, le président russe, menace à l'ONU d'utiliser l'arme nucléaire si les trois belligérants ne se retirent pas très rapidement de l'Égypte. Ils vont accepter de le faire sous la pression des États-Unis et de l'URSS. Mais le mal a été fait et le pétrole a connu sa toute première crise. Au Salon de Paris, en 1957, est présentée l'évolution de la Simca Vedette. Elle est plus longue de 23 cm, et son moteur V8 connaît une évolution significative et passe de 80 à 84 chevaux. La Versailles devient la Chambord, la Régence devient la Beaulieu, le break Marly ne change pas. En revanche, suite à la crise du canal de Suez, Simca décide de lancer la Simca Ariane. Mais en gardant la base de l'ancienne carrosserie plus courte de la Trianon, en y installant non pas le V8 à Quilon, mais le moteur flash 4 cylindres de la Simca Aronde avec seulement 47 chevaux. En gardant le réservoir de 100 litres, elle va fortement intéresser les taxis parisiens, car spacieuse et confortable, avec une très grande autonomie, 500 voitures seront commandées directement sur le salon. Et pour satisfaire une demande, Simca commercialisera une très faible quantité de Simca Ariane avec le fameux moteur V8 à Quilon, jusqu'en 1961. Elle deviendra, grâce à son ancienne carrosserie et à l'évolution du moteur V8, la vedette la plus performante. Presque 150 km/h en vitesse de pointe et moins de 20 secondes pour faire le 0 à 100. Et à présent, je vous propose de découvrir une Simca Ariane V8 avec une particularité. La voiture que vous allez voir n'a jamais été restaurée. À part les pneus qui ont été changés et les fluides, tout est strictement d'origine sur cette voiture. Tout.
N'oubliez pas, dans chaque détail, chaque élément, chaque joint, chaque portière, chaque tissu, cette voiture a presque 70 ans. Et tout est d'époque. Vous entrez dans une autre dimension. En 1961, l'arrêt de la voiture est programmé en France. Cependant, elle verra sa seconde vie continuer en Amérique du Sud, avec même des évolutions carrosserie et mécanique. De nos jours, trouver une Simca vedette est assez compliqué, car ce sont des voitures qui ont été malgré tout peu produites, et l'Ariane a été victime de son prix attractif. Dans les années 60-70, elle aura servi de base à bon nombre de jeunes conducteurs, mais également à faire des hot-road ou même souvent à participer à des courses de stock car du fait de sa robustesse. Et pour terminer, dans les années 80-90, à servir de donneuse de pièces pour restaurer les modèles plus emblématiques comme les Versailles ou les Régences. Alors, en 2026, trouver une Simca Ariane V8 dans son état d'origine, c'est comme qui dirait un véritable miracle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à ne pas louper le prochain épisode qui sera la suite de celui-ci avec la deuxième voiture de cette collection. À très vite.